Bon, c'est l'occasion une deuxième fois de pouvoir représenter le projet dans lequel je travaille. Je vais le présenter sous un autre angle aujourd'hui. J'essaie de pas trop me répéter, histoire d'amener d'autres choses, et puis notamment d'être plus aujourd'hui, en tout cas, moi je serais plus dans l'axe de l'histoire de la par rapport aux questions qu'on se pose aujourd'hui, plutôt sur au niveau pratique, qu'est-ce qu'on a développé comme outil dans le cadre de l'observation et de la planification, même si on peut l'envisager un tout petit peu de manière plus générale. Peut-être juste quelques mots. C'est vrai que il y a un peu des choses que j'oublie de faire. Et puis c'est vrai, lorsqu'on vient d'un autre contexte, des fois on part d'une évidence qu'en fait on a le même contexte. Et puis parfois j'utilise du vocabulaire qui est peut-être pas forcément le même, qui pourrait surprendre, notamment lorsque je parle d'école obligatoire. Ça surprend un tout petit peu, alors que vous êtes dans le préscolaire. Et puis nous, ce qui s'est passé en 2011, avant j'avais toujours une slide pour présenter ça, mais finalement ça date quand même un peu. Mais je pense pour les personnes qui ne le savent pas, en Suisse, on avait 26 systèmes scolaires avec 26 cantons, et puis on a harmonisé ça, et puis l'harmonisation a fait qu'on a fait des choses pas forcément très bien. Une des choses, c'est qu'on a rendu l'école obligatoire à 4 ans, avec un plan d'études, donc un curriculum qui est pratiquement identique, ou en tout cas organisé de la même manière pour les enfants de 4 à 16 ans. Donc se dire que c'est venu très primarisant en fait, par la force des choses, bien que dans les faits il y a plein de variations en fonction des cantons, aussi en fonction des cultures, notamment la culture alémanique germanophone, qui est quand même aussi très différente. Donc voilà, moi je me situe dans l'enseignement du cycle 1, ce qui intègre des enfants de 4 à 8 ans, donc les 2 premières années qu'on pourrait appeler kindergarten, c'est comme ça qu'on l'appelait avant, école enfantine, et puis les 2 premières années de l'école primaire. Et ce qui est intéressant par rapport à ce cycle, ça c'était une chose intéressante, mais on n'y arrive pas dans les faits par rapport aux présentations des enseignants, c'est la transition entre l'école enfantine et l'école primaire, parce qu'on sait bien par rapport au développement de l'enfant, hein, entre 3 et 7 ans, et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en fait, finalement, ils finissent le kindergarten à 6 ans, et puis ils commencent l'école primaire à 7 ans, et en fait, il y aurait de quoi faire quelque chose ici, une meilleure transition. Donc, voilà, très brièvement. Le projet que je vais vous présenter, c'est une co-construction d'un modèle pédagogique pour l'éducation numérique débranchée au préscolaire. Pourquoi une co-construction? Et puis pourquoi on est parti dans un modèle? Le projet dans lequel je m'insère, c'est une collaboration avec mes collègues qui sont à l'Haute École d'ingénieurs en médias en ingénierie institut. Et puis, il a fallu trouver des compromis parce que on a obtenu en fait un fonds en fait du secrétariat suisse sur la formation et l'innovation. Et puis l'idée, c'était de faire collaborer les hautes écoles ensemble, notamment les hautes écoles pédagogiques et les hautes écoles d'ingénierie, en se disant que si on veut travailler sur les MINT, hein, sur mathématiques, sciences informatiques, numériques et techniques, il faut réunir les spécialistes des deux écoles. Et puis en fait, on a postulé ici parce que voilà, de manière assez spontanée, on a obtenu un fonds avec plusieurs objectifs assez larges, hein. On est au travers de la Suisse, on est plein, il y a plein de projets qui sont développés dans ce sens-là. L'idée, c'était voilà de valoriser la formation MINT dans les écoles, coopérer entre les autres écoles. Notamment, il y a un enjeu, mais je pense que c'est aussi un peu le même chez vous. Nous, c'est de dialoguer avec les germanophones, hein. On est un pays bilingue, donc il y avait aussi un enjeu ici. Et puis euh, aussi par rapport à la question du genre, en se disant voilà, il y a peu de filles finalement qui choisissent des métiers au niveau scientifique, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors nous, on s'est dit on va valoriser ça au niveau du cycle 1. Étant donné que je travaille dans ce cycle-là, on est parti là-dedans, mais il fallait savoir que finalement les politiques du canton de Vaud, dont la région dans laquelle je me situe, ils ont énormément investi pour l'éducation numérique avec beaucoup d'argent, mais ils ont investi et ils ont donné beaucoup de je dirais, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis, mais par contre, ça a été imposé du haut. Hein, se dire, voilà, chères enseignantes, vous allez devoir faire des activités débranchées, vous allez devoir faire la programmation, l'utilisation de l'iPad dès la première année, donc avec des enfants de 4 ans.
Et nous, on voulait pas se situer là-dedans, notamment parce que mes collègues qui travaillent dans la haute école d'ingénieurs sont du coup dans des démarches de design thinking, où l'idée c'est vraiment de partir des besoins du terrain, donc d'une manière extrêmement inductive. Donc j'ai été très séduit aussi par cette manière de faire, et on avait toute l'opportunité par rapport à ce projet, parce que j'ai beaucoup entendu ces derniers jours, lorsque j'étais avec vous, cette idée il faut déposer des devis pour des projets de recherche. Nous, on n'a pas eu besoin de faire ça, donc on n'avait pas de restrictions en se disant, bah voilà, on a ces étapes-là de manière très précise, il faut ces questions-là, ces outils-là pour collecter les données. On avait beaucoup plus de liberté, donc de possibilités pour travailler là-dedans. Donc ça a été le point de départ. Quand même, on est parti dans les lectures pour voir ce qui était fait là autour, au niveau de quelques points, mais on sait que les compétences des jeunes enfants pour utiliser des outils numériques se développent dès le plus jeune âge, principalement dans le contexte familial où les enfants ont un large accès aux outils numériques. Hein. C'est-à-dire qu'ils attendent pas d'arriver à l'école pour utiliser un iPad. Souvent, ils savent mieux l'utiliser que les enseignantes et enseignants dans les classes, voire mieux que moi aussi. Les opportunités éducatives liées au numérique, à son utilisation aux moyens de communication et aux médias sont difficiles à saisir en contexte émergent pour les enseignants. Effectivement, en se disant, voilà, par rapport à ce qui se passe, on l'a vu, hein, par rapport aux différentes présentations, lorsqu'on est dans des jeux libres ou de l'exploration, on se dira, ça fait référence à quel type de savoir, et c'est d'autant plus difficile lorsqu'il s'agit du numérique. Les jeunes enfants sont en mesure d'utiliser certains outils numériques et s'inspirent des médias véhiculant de l'information à l'échelle internationale. Par exemple, j'aurai 2-3 exemples après, mais c'est lorsque on joue au FBI, lorsqu'on joue au Tortue Ninja, c'est quelque chose qu'on a, c'est ici des médias, c'est au niveau global. Lorsque les enfants parlent d'Instagram, hein, à 4 ans, ils savent exactement ce que c'est, en tout cas une partie, ça ressort vraiment dans le jeu libre, ou à Minecraft, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est quelque chose d'international, c'est vraiment pas local. Et c'est des éléments qui ressortent lors de ces moments, en tout cas, vous verrez après, des activités libres. Ces nouvelles sources d'information exercent une influence sur les activités des enfants. Ok, intégrer des nouvelles technologies de l'information et des médias, comme les applications vidéoludiques, offrent de nouvelles possibilités de scénarios et de communication dans des situations de jeu libre. Je vous montrerai après quelques exemples. Et puis, ce terme que j'aime bien de Edwards, elle parle de jeu convergent. En fait, il y a une convergence entre le jeu traditionnel et le jeu plutôt moderne. Hein. Pour un petit exemple, les enfants jouent à l'hôtel et puis ils vont intégrer des objets numériques actuels pour faire la caisse, l'enregistrement des bagages. Donc, on se situe tout à fait là-dedans. Je vais peut-être aller très rapidement, parce que ça j'avais déjà présenté. Nous, ce qu'on s'est dit, alors on va implémenter, donner des objets numériques aux enfants dans le cadre du jeu de faire semblant, mais débranchés. Pour nous, c'était très important qu'on soit pas avec des éléments branchés, parce que vous vous rappelez, il y a ce fond cantonal, hein, on impose l'utilisation d'iPad, etc. On a dit il faut quelque chose, une alternative. Et puis aussi, on s'est dit avec du vieux matériel, et finalement ça fonctionne assez bien parce que ça, c'est des vrais jouets en fait pour eux. Il y a quelque chose d'attractif là-dedans. Donc les enseignantes qui ont participé au projet avec nous ont reçu une caisse avec plein de matériel qu'elles peuvent poser dans leur classe. Puis les enfants vont chercher le matériel et l'intègrent dans les jeux libres. J'ai juste mis ici, comme je vous ai dit, nous on a un plan d'études, un curriculum qui est identique pour toutes les années de l'école obligatoire. Donc la culture et citoyenneté numérique est quelque chose qui est inscrit dans notre curriculum depuis 2021. Dans la démarche de recherche-formation, on a travaillé avec 6 enseignants, donc 1-2, donc des enfants à 4 à 6 ans, 3-4 des enfants de 7 à 8 ans, 17 élèves par classe. Ça réunissait dans cette démarche de co-construction 2 formateurs de la Haute École pédagogique, 2 ingénieurs de la Haute École d'ingénieurs, et puis on a pu financer des salaires pour 2 assistants. Donc on avait envie de répondre aux besoins du terrain. Donc voilà, nous on est arrivé quand même avec nos idées de départ, mais on voulait travailler avec ces gens-là dans la perspective d'avoir un délivrable après pour pérenniser en fait la formation des enseignants à l'usage du numérique dans des activités initiées par les enfants, entre autres. Et puis on a allié la lesson study, ça on en a parlé un peu, c'est Anne et Isabelle qui en ont parlé l'autre jour, et design thinking, ça vient plutôt du côté de mes collègues. L'idée, hein, c'était de conduire un projet dans une démarche de design thinking, hein, d'avoir ce recul-là, en se disant ben voilà, c'est avec les enseignantes qu'on va construire ce projet.
Donc, ce qu'on a fait, on a eu pas mal de rencontres durant les premières années, où on s'est rencontré avec les enseignantes, avec les formateurs, pour tester les choses. Ça nous a permis de collecter pas mal de données. J'ai beaucoup parlé de vidéos lundi, mais finalement, on a aussi beaucoup collecté de données, notamment par WhatsApp, où les enseignantes pouvaient prendre des photos de ce qui se passait en classe, soit faire des audios. Elles préféraient faire des audios qu'écrire des textes. On avait donc plein de GoPro, ça c'est ce que j'avais présenté, donc 4 à 6 GoPro par classe pour observer les différents points de jeu. Puis on avait aussi un petit élément ici, mais finalement c'était un peu technique, mais je me réjouis de faire une vraie recherche avec ça. C'était pour mesurer les déplacements des enfants dans la classe, parce que c'est FLIR en fait qui a remarqué que les garçons se jetaient plus sur le matériel numérique au départ que les filles. Et puis on voulait justement explorer cette hypothèse-là qu'on devra peut-être retravailler. Mais au niveau des films, vu qu'on avait beaucoup de vidéos, on a nous décidé de reconstruire finalement l'histoire du scénario, hein, l'histoire du marché, l'histoire du zoo, l'histoire du FBI, l'histoire, etc. On en a plein, de la bibliothèque, de l'enseignante, du TGV. On a chaque fois reconstruit parce que comme on avait plusieurs GoPro, dont une GoPro qui était toujours sur le chercheur, il fallait qu'on reconstruise en fait l'histoire de l'enfant ou du groupe d'enfants noyau. Et puis on a travaillé là sur iMovie pour faire ce travail-là. Pour l'instant, on en a transcrit 6. C'est énorme le travail que ça prend vu on transcrit tout ce qui est verbal et non verbal dans ces situations. C'est des scénarios après de plus de 30 pages écrits. Et toujours dans une démarche inductive pour analyser ces données sous différents angles. Maintenant, si je me replace du côté de la démarche de co-construction, il y a un élément, c'est l'histoire de l'observation. Les enseignantes ont dit, mais en fait, on aurait besoin d'être outillés pour pouvoir observer les enfants lorsqu'ils jouent avec du matériel débranché dans la classe, pour se dire, mais finalement, comment est-ce qu'on relie ça à des savoirs qui sont inscrits dans notre curriculum au niveau de la Suisse. Donc ça, c'est un des éléments et je vous le présenterai après en détail, mais donc on a co-construit avec elles tout un matériel qu'on a relu, qu'elles ont relu, etc., pour que ce soit accessible justement après, pour pérenniser le projet. Finalement, c'est quoi l'éducation numérique dans des situations d'exploration et d'activités initiées par l'élève, voire à des activités qui sont planifiées, je vous montrerai après, avec des outils d'observation, avec aussi des outils pour créer la séquence, la séquence didactique, notamment parce que les enseignantes qui sont en début du primaire souhaitent structurer les apprentissages qui sont là autour. Donc nous, on avait un double défi, c'était de pouvoir proposer quelque chose qui est sur l'éducation numérique, mais aussi de pouvoir les outiller tout en tenant compte des besoins des élèves dans ce cycle qui réunit des élèves de 4 à 8 ans. Alors voilà où on en est maintenant. On a fait une deuxième formation donc avec un nouveau groupe et puis eux ils sont partis de nouveau avec des caisses, avec le catalogue, avec les fiches d'observation. Ils sont en train de tester le matériel et on les reverra fin mai, non début juin pour justement discuter de ce projet et de voir comment ça avance. Cette fois on n'a pas pris des caméras et tout parce qu'on a juste pas le temps physique pour faire tout ça. Voilà. Quelques inspirations théoriques pour arriver au modèle qu'on a co-construit. Je pense que c'est des éléments que vous avez déjà entendus ou vus. C'est cette question d'activité structurée ou de jeu, activité à l'initiative de l'élève, activité à l'initiative de l'enseignante. Cet aspect extrêmement complexe auprès scolaire. Aussi cette catégorisation du jeu libre à des jeux qui sont plutôt des jeux à règles de Pyle et Daniels. Et justement, on s'est dit, mais par rapport à ça, il y a quelque chose à les outiller parce qu'on veut pas forcément être que dans l'exploration libre. On aimerait aussi être dans des activités structurées, notamment pour les enseignantes qui sont à l'école primaire. Un autre point aussi qui nous a pas mal guidé, c'est le modèle en fait de Hutt, la taxonomie plutôt de Hutt et ses collaborateurs, rédigé en 1989, mais qui est repris par Bird. Cette idée de jeu épistémique et jeu ludique, lorsque en fait on donne du matériel
notamment comme du matériel technique ou un iPad ou etc., les enfants vont d'abord être dans des phases en fait plutôt d'exploration, de voir comment est-ce que ça fonctionne, d'essayer de résoudre des problèmes, comment est-ce que je branche, etc., et puis même d'acquérir des nouvelles connaissances une fois qu'on a su comment ça fonctionnait, à tout d'un coup passer dans le jeu. Hein. Et souvent les enfants, ils sont en train de jouer, ils reviennent là en derrière. Dans les aspects d'exploration, c'est quelque chose qui nous a beaucoup guidés. Et puis un modèle, le double diamant, ça vient plutôt de l'inspiration de mes collègues dans le design. Hein, lorsqu'on a un projet, par exemple, j'ai réfléchi juste avant de me dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme projet. On aimerait avoir une application entre Suisse et Canadiens pour pouvoir mieux échanger nos recherches malgré la distance. Donc on essaye d'abord de définir le problème et tout. Et puis, on essaye de trouver toutes les possibilités pour finalement refermer et se dire, OK, on va faire une application qu'on va pouvoir utiliser entre nos deux pays. Alors, du coup, on va développer plein de solutions en lien avec cette application pour finalement choisir la meilleure solution possible et arriver là et puis avoir une solution qui nous convienne à vous et à moi pour communiquer nos travaux de recherche. Donc on s'est dit finalement les enfants lorsqu'ils sont dans des situations de jeu de faire semblant sont beaucoup là-dedans aussi et c'est ce qui nous a justement permis de partir sur cet élément en se disant bah voilà lorsqu'ils ont du matériel à disposition ils sont d'abord dans une phase d'exploration et finalement lorsqu'ils savent un peu comment est-ce que ça fonctionne qu'ils ont installé le matériel ils vont pouvoir jouer. Hein, donc on resserre les possibles. J'avais juste fait une fois le calcul pour voir finalement combien de temps il y avait des éléments en lien avec plutôt l'exploration et plutôt le jeu. Hein, lorsque durant le temps du scénario, on voit bien qu'ils sont bien dans une phase d'exploration au départ, et plus on avance dans le jeu, moins il y a d'exploration et plus il y aura de jeux symboliques. Mais on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin en retenant cette idée de double diamant? Surtout le travail ici, de se dire, voilà, on a observé quelque chose, mais maintenant, comment est-ce qu'on pourrait aller davantage vers des activités qui sont initiées par l'enseignante pour structurer des apprentissages de manière un peu plus classique, notamment pour les enseignantes qui ont des élèves un peu plus âgés. Alors, je vous montre quelques exemples. Là, on est dans le zoo on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Les enfants, en fait, ils communiquent entre eux. Eux, ils sont dans un avion. Eux, ils sont dans la cour de contrôle. Il y a un tigre qui s'est échappé. D'accord? On voit bien que les enfants, en fait, le savoir qu'ils mobilisent au niveau numérique, c'est la question de la webcam, hein, on peut utiliser de manière très spontanée si on va sur Internet. Et du coup, là, se dire, OK, l'enseignante se dit, OK, par rapport à une perspective de curriculum émergent, je suis dans l'éducation numérique, hein, c'est s'initier à un regard sélectif et critique face aux médias. Voilà ce que je pourrais travailler avec mes élèves et puis se dire, bah, par rapport à ce qui s'est passé là, soit tout de suite après ou quelques jours après, on pourrait justement aller avec les enfants et regarder sur la webcam du zoo. J'ai pris le zoo de Zurich, ça peut être un autre zoo, et puis aller voir finalement que font les animaux dans cette région-là. J'ai juste mis la verbatim, mais j'ai pas le temps, hein. Donc je continue. Là, un autre exemple. Les élèves c'est des tortues ninja. Ils ont des caméras de surveillance, et puis ils ont ici cet écran qui est la carte de la ville pour repérer les méchants. Et donc là, de nouveau, en se disant, ok, ils ont joué, on réduit les possibles, mais maintenant on aimerait initier nous quelque chose par rapport à cette observation, à les enrôler dans un autre projet. Qu'est-ce qu'on a? On a le plan. Hein, le plan de la classe ou le plan de la cour d'école, on pourrait justement faire un travail plus grand par rapport à notre curriculum émergent, je veux dire par rapport à notre curriculum dans une perspective de curriculum émergent, les sciences humaines et sociales, donc la géographie, se situer dans son contexte spatial et social. Et puis là, on pourrait justement développer des activités initiées par l'enseignante. Je vous passe là. Le même exemple avec le TGV, mais je vais très rapidement parce que j'ai pas le temps, mais il se passe quelque chose au niveau de la vitesse, hein, la distance entre deux villes pour savoir comment on pourrait arriver plus rapidement dans une ville. Donc là, on est plutôt au niveau des sciences et puis le principe est le même. Et puis on pourrait représenter des phénomènes naturels, techniques ou des situations mathématiques. On pourrait le faire avec l'ensemble des élèves. Voilà. Et là, on a
dans la discussion avec nos collègues, donc on a gardé notre modèle en fait, si vous voulez, justement du double diamant, en se disant on explore, on joue, on les enrôle dans une activité, et après on régule vers un savoir, on essaie de le fixer. Ben voilà comment est-ce qu'on construit une carte, voilà comment est-ce qu'on va sur Internet, ou bien comment s'initier un regard critique face aux médias. Et puis suite à la discussion qu'il y a eu ce matin, on a exactement le même problème. Quel est le rôle des enseignantes? Et ça, pour l'instant, on l'a pas expérimenté de manière empirique. On l'a plutôt fait avec les enseignantes dans les discussions. Elles se sont dit, il faut qu'on dise qu'est-ce que l'enseignante peut faire aux différentes étapes de ce processus, quel pourrait être son rôle. Et puis donc on a défini avec elle, en s'appuyant sur différents auteurs. D'abord elle présente le matériel, après les spectatrices, elle observe ce qui se passe, après les co-joueuses. Finalement, il faut scénariser parce qu'on doit arriver à un problème commun. On a un problème commun, là elle prend le rôle de directrice, voilà ce qu'on va travailler. Après on remet en scène pour dire, ok, maintenant vous avez fait des cartes, on va essayer de retrouver les méchants dans la classe, on rejoue avec. Et puis finalement, on va réaliser peut-être un projet parce que l'idée dans le double diamant, c'est quand même de mettre en valeur le travail à un moment donné qu'on aura fait en classe. D'où le modèle qu'on a construit avec les collègues. Je vous montre encore rapidement, bon ça je vous ai déjà montré, mais juste les feuilles d'observation, parce que ça aussi on en a parlé avant, elles en avaient vraiment besoin, en se disant mais ça pourrait nous aider, quelque chose d'hyper simple qu'on puisse sortir dans la classe. Alors on a repris un peu cette idée, il y a toujours un groupe d'élèves qui jouent, même qu'ils soient inscrits ou pas, qui peuvent se bouger, il y a quand même des groupes noyaux dans les jeux libres, se dire ok, voilà, qu'est-ce que j'ai observé, de manière très large par rapport aux habiletés, par rapport aux connaissances des élèves, par rapport aux interactions entre eux. Quelle est la définition ou quel est le défi partagé qu'on a resserré, sur quoi on va travailler, et puis quel est le lien avec le plan d'études, le curriculum qu'on pourrait faire, en se disant voilà, j'ai noté toute une structure pour relier ça, et après on pourrait, dans un autre temps ou suivant l'âge, on peut aussi prendre plutôt la partie où c'est l'enseignante qui initie. Ok, on avait un défi, quel est l'objectif visé, dans quelle situation d'apprentissage je les mets, de nouveau de la place pour prendre des observations et comment est-ce que je vais valoriser le travail que les élèves ont fait en lien avec les MINT. Voilà. Et pour les enseignants, surtout de 3-4, se dire, la démarche classique en didactique, vous avez des leçons, puis vous avez des séquences, et puis il faut planifier la séquence avant de commencer le projet. Et puis nous, on se dit, mais c'est pas possible parce qu'on sait pas ce qui va émerger lors des situations de jeu. Donc, c'est plutôt, en fait, une séquence qui se construit au fur et à mesure. Comme ça, on a des preuves. En tout cas, on a une trace écrite de quelle était la séquence, comment est-ce qu'on a avancé dans le projet, en mettant les dates et puis les différentes étapes, par rapport à ce double diamant. En fait, c'est une définition des différents rôles. Elles voulaient qu'on mette l'accent là-dessus, en fait, parce qu'elles se sont dit, on a besoin d'être formés, on sait pas comment. Alors, en fait, c'est derrière, c'est vraiment des cartes. Et puis, rapidement, elles peuvent se dire, mes co-joueurs, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Donc, on a ici 2-3 informations. Et puis, juste là, un lien avec un savoir qu'on retrouve chaque fois lorsqu'on est avec du matériel numérique, c'est le système d'information. J'acquiers de la donnée, je la mémorise, je la traite et je la diffuse. C'est en fait 4 termes assez facile pour pouvoir guider les élèves. Parce que souvent on se dit mais techniquement j'arrive pas à leur dire comment ça fonctionne, etc. Non, je peux pas répondre à ces questions. Je suis pas informaticien dans les situations de jeu libre, mais par contre je sais très bien comment guider les élèves à acquérir la donnée, à la transformer. Et c'est ce qu'ils font les élèves lorsqu'ils sont en train d'écrire, ils sont en train d'acquérir la donnée. L'idée c'est de la stocker parce que je suis à l'hôtel, j'ai stocké les noms des gens. Et puis peut-être qu'après je dois diffuser quelque chose en lien avec ça. Donc des termes assez faciles. Voilà.